contient des thèmes de harcèlement et d'intrusion. Je n'ai jamais aimé dormir seul bien avant que tout ça n'arrive. J'ai toujours eu cette manie de laisser une petite veilleuse dans l'entrée, de vérifier 3 fois si la porte est bien fermée, de poser les clés sur le même crochet. Ce qui suit n'est pas une fiction. Ce sont des nuits bousculées, des déplacements qui n'ont plus la même couleur, des objets qu'on retrouve déplacés sans explication. Je vous raconte parce que ça m'est arrivé, et parce que rester sur ses gardes ne veut pas dire vivre dans la peur, juste apprendre à la regarder autrement. Si vous voulez rester jusqu'à la fin, pensez à vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines histoires. Laissez un like si ce genre d'histoire vous parle, et si quelque chose de similaire vous est arrivé, écrivez-le en commentaire. Ça aide à ne pas se sentir seul. L'été dernier, j'ai loué un petit Airbnb dans le Nord pour une semaine. Je travaillais sur un projet qui me demandait des journées longues et des soirées calmes pour écrire, et la maison semblait parfaite sur les photos. Poutres, vieille cheminée, jardin entouré d'arbres. J'arrive tard, la route n'est qu'un ruban d'asphalte coupé par des haies, et la lumière du portail s'allume quand je passe. J'ai une clé dans une enveloppe scotchée à la porte, une note manuscrite avec le numéro de l'hôte. L'intérieur sent la cire et le désinfectant. La cuisine a des taches de thé sur le plan de travail et une tasse posée à l'envers sur le bord de l'évier, comme si quelqu'un venait juste d'arrêter de l'utiliser. La première nuit passe sans bruit particulier. Le deuxième soir, je travaille jusque tard, puis je descends pour me faire un thé. La bouilloire cliquette, la lampe à côté du fauteuil projette une tache chaude sur le tapis. C'est alors que j'entends un frottement à l'extérieur, contre la façade. Pas un pas, quelque chose qui traîne sur la pierre. Mon cœur se serre, je coupe la lumière et reste immobile. Le bruit s'arrête. Je me dis que c'est un brasier de branches, un voisin, un chat. J'ouvre la porte d'1 centimètre et je vois, juste au bord de l'allée, la silhouette basse d'un sac plastique courant dans l'ombre. Rien d'humain. Je garde ça pour moi. Le lendemain matin, il y a une trace sur le paillasson, comme une semelle humide, une empreinte qui n'appartient à personne qui aurait dû être là. J'envoie un message à l'hôte qui me répond « Ah oui, le vent a emporté des sacs parfois, j'habite la ville, à 10 minutes, je passerai vérifier. » Il passe, inspecte, hausse les épaules. « Rien d'anormal ici, dit-il. » Mais la nuit suivante, le frottement revient, plus tard, plus proche de la fenêtre de ma chambre. Je me réveille en sursaut parce que quelque chose tape doucement, 3 fois, comme une main qui jauge le bois. J'allume. La fenêtre ne montre que le noir, un reflet coupé par les branches. Sur le rebord, il y a maintenant une petite pierre polie, posée comme une offrande. Une pierre que je n'avais pas vue la veille. Je téléphone au propriétaire, qui me dit de ne pas m'inquiéter, qu'il va envoyer quelqu'un installer une lampe. J'ai envie d'exiger qu'il vienne lui-même. J'ai envie de partir. Je n'ai rien fait. Je suis resté. J'ai mis la pierre dans ma poche et j'ai essayé de travailler en laissant courir une playlist. Mais je ne pouvais pas écrire. Chaque craquement de la maison me faisait sursauter. La 3e nuit, à 3 heures du matin, la sonnette retentit. Pas la porte-fenêtre du jardin, la sonnette principale. 3 coups courts, puis un silence. J'ai visité la caméra extérieure. Il y avait dû une installation, une caméra minuscule près de l'éclairage. Et la vidéo ne montre rien, juste un halo d'éclairage. Comme si la personne s'était tenue sur la zone morte de l'objectif. La police a noté et s'est déplacée pour dire qu'ils garderaient un œil, mais que sans preuve visible, c'était compliqué. Ils m'ont conseillé d'installer un éclairage plus puissant et de partir si je ne me sentais pas en sécurité. Je suis parti le lendemain matin, les bagages serrés dans la voiture, laissant la pierre sur le siège. J'ai dit à l'autre que je reviendrais peut-être plus tard. Je ne suis jamais revenu. Quelques mois après, j'ai pris un boulot de nuit dans une supérette 24 heures. C'était un job de passage, pour payer des factures pendant que je clarifiais tout ça. Les néons du magasin ont une façon particulière de rendre les couleurs plates. Le rouge devient sale, le blanc devient grisé. Les chariots grincent, le distributeur de café claque quand il finit une tasse. Je me souvenais de l'air humide du nord, de cette pierre. Les premières nuits au magasin, j'avais du public, étudiants, routiers, insomniaques. On s'installe une routine, fermeture, comptage, verrouillage de la porte arrière. L'arrière-boutique a un grand miroir qui sert à vérifier les rayons depuis la caisse. Une nuit, alors que je rangeais des paquets de café, je vis au fond du parking une voiture qui stationnait trop près, phares éteints. On voit ça souvent, des gens s'arrêtent pour une pause, pour vérifier un itinérant.
Mais je remarquai un détail. Le conducteur restait immobile, la silhouette penchée vers le côté passager, comme s'il parlait à quelqu'un. Je suis sorti en m'ancrant dans une excuse, vérifier une livraison. La voiture démarra avant que j'aie atteint le portail, et quand je l'ai suivie des yeux à travers le miroir, elle a pris la route en direction opposée, mais avec une manœuvre trop fluide, comme une personne qui sait exactement quand couper les phares pour disparaître dans l'ombre. Pendant des semaines, cette même voiture revenait aux mêmes heures, parfois devant d'autres magasins de nuit. Les clients me dirent que c'était peut-être un livreur, une voiture qui attend. Ils ont pris les clichés et m'ont conseillé de solliciter une injonction si j'avais un suspect. Je n'avais aucun suspect. Les autorités m'ont fait remplir des formulaires, m'ont proposé une permanence téléphonique pour enregistrer tout bruit étrange. J'ai appelé ma mère en pleurant parce qu'un adulte a le droit d'être entendu par sa mère. Elle est venue, m'a aidé à déplacer les meubles, à visser une planche sous la porte. Elle a dit « Ne reste pas là cette nuit ». Je ne suis pas resté. Il y a des moments précis que je revois en boucle, le frottement sur la pierre, le bruit du moteur au loin, la lumière du néon qui remplace la lune. Le pire n'est jamais ce qu'on voit, c'est ce qu'on commence à imaginer. Une nuit, j'ai rêvé que je me regardais dans un miroir et que mon reflet clignait avant moi. J'ai ouvert les yeux en pleine sueur et il y avait, posée sur la table de chevet, une montre qui n'était pas la mienne, réglée à l'heure exacte de mon réveil. Je l'ai remise là où elle était, j'ai pris une photo, je l'ai envoyée à 2 amis. L'un m'a dit d'ignorer, l'autre m'a dit d'alerter la police. Je me suis senti ridicule à en parler. Et pourtant, la présence de cette montre, son tic-tac léger dans le silence, a changé la couleur de mes jours. Je commençais à vérifier sous le lit. À travers ces semaines, j'ai rencontré 2 types de gens, ceux qui me croyaient et ceux qui estimaient que je dramatisais. Mon ami Marco a pris ma peur au sérieux. Il est venu une nuit et a passé 1 heure assis dans ma voiture avec moi à regarder le voisinage. On n'a rien vu, on a juste parlé. Marco était la logique incarnée, mais il avait aussi un sens de l'ironie qui rendait mes angoisses moins lourdes. « Peut-être que quelqu'un trouve ton parquet charmant », disait-il en riant. Mais quand il est reparti, il m'a serré l'épaule comme pour sceller un pacte silencieux. Je ne suis pas seul. Le policier en faction, lui, a pris ma plainte, mais m'a expliqué que sans preuve matérielle, leur marge était limitée. On peut poster plus de rondes, a-t-il proposé. On peut vous accompagner jusqu'à votre véhicule au besoin. C'étaient des gestes pratiques, mais il laissait intacte la question de qui passait dans les zones d'ombre. 3 mois après la montre, une confrontation s'est produite qui m'a laissé une cicatrice plus psychologique qu'autre chose. C'était un dimanche tard, j'étais rentré d'une courte course, les bras chargés de course, et j'ai entendu le cliquetis d'un verrou qui s'ouvre dans l'immeuble alors que j'étais dans le hall. Une silhouette glisse au-dessus des boîtes aux lettres, s'effiloche presque dans l'éclairage jaune. J'ai appelé « Qui va là ?» sans penser à mordre sur ma peur. La silhouette s'est figée, puis a continué sans répondre. Je suis sorti en la suivant du regard et j'ai aperçu dans la lueur d'un lampadaire un manteau long qui flottait comme s'il ne touchait pas le sol. J'ai senti une émotion physique monter, pas la peur pure, mais l'emprise d'une histoire qu'on n'aurait jamais dû croiser. J'ai couru derrière, demandant aux voisins si quelqu'un avait pris mon nom sur la boîte aux lettres. Personne. La présence n'a pas attaqué, n'a pas menacé verbalement. Elle s'est évanouie comme si elle avait deviné que quelqu'un la regardait. Après, j'ai trouvé un simple trait de craie sur le paillasson de mon immeuble, une ligne fine et blanche, comme un fil de départ. J'ai effacé la craie. J'aurais dû la garder, comme preuve d'un message. J'ai préféré la retirer, comme on efface une tache. Et la nuit suivante, la craie était là, à nouveau, sous une autre porte. La dernière fois qu'il y a eu un vrai contact physique, et je dis contact sans que ce soit une agression au sens violent, c'était parce que j'ai confronté l'intrus. J'étais rentré, j'ai trouvé la porte intérieure entr'ouverte, une veste posée sur la commode que je n'avais pas. Je n'ai pas appelé la police, j'ai pris mon courage, comme on saisit une lampe torche, et je suis allé dans le couloir. Une silhouette se tenait là, immobile. J'ai dit d'une voix qui me tremblait, « Qui êtes-vous » Elle a reculé d'un pas. Pour la première fois, j'ai vu une ombre humaine sans la distance du mystère. L'ombre a baissé la tête comme pour éviter un éclairage. Elle n'avait pas de visage que je pouvais lire. Elle n'a pas dit mot.
Elle a laissé tomber un petit sac et est partie par la porte du balcon comme si elle connaissait le code d'un mouvement que j'ignorais. J'ai saisi le sac. À l'intérieur, une série de petites choses. Une carte postale à l'envers, quelques vidéos sur une clé USB sans nom et une photographie fanée d'un intérieur qui ressemblait un peu au mien, mais pas vraiment. J'ai tout donné à la police. Ils ont bouclé la porte pour examen, mais la personne n'a jamais été retrouvée. La clé USB montrait, en vrac, des images d'intérieur, des panoramas de maisons, des séquences d'angles morts filmées d'une main tremblante. Il y avait dans ces images quelque chose de méthodique, comme si quelqu'un écrasait des repères dans la nuit, mesurant les points d'entrée possibles. Le policier a parlé d'un voyeur, d'un harceleur, d'une obsession. Il y a eu des hypothèses, mais peu de certitudes. Ceux qui m'ont aidé ont été concrets. Un voisin m'a prêté une lampe à détecteur de mouvement, un ami a installé une caméra discrète dans le couloir, avec mon accord, une plateforme de sécurité m'a envoyé des capteurs de fenêtres. J'ai changé d'immeuble finalement, car vivre sans la certitude que sa porte tient est une violence lente. Je croyais que bouger suffirait, et pour un long moment, ça a semblé suffire. Mais la peur n'aime pas les frontières géographiques, elle colonise la mémoire. Il y a des détails qui me suivent encore. Une voiture qui cligne 3 fois les phares sur une route de campagne. Une pierre posée comme un salut silencieux. Le tic-tac d'une montre qui n'est pas à vous et qui vous rappelle que quelqu'un a fréquenté votre battement. J'ai appris à ne plus laisser de chaussures déboutonnées dans l'entrée, à mettre des chaînes sur les fenêtres, à inviter des amis à dormir chez moi les premières nuits. Ces gestes semblent ridicules vus de l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont des points d'ancrage. À chaque fois que je m'endors maintenant, il y a un moment où je me redresse, jette un regard sur la porte, s'assure que rien ne bouge. C'est une nouvelle habitude, pas une défaite. Je me demande souvent pourquoi certains poursuivent et d'autres s'éloignent. Peut-être que ceux qui persistent aiment la sensation d'être vus, comme un moyen perverti de se rassurer sur leur existence. Peut-être que certains sont juste perdus et se rattachent à des rituels pour se sentir présents. Je n'ai jamais su ce que cherchaient les pierres, les montres ou les notes. Je n'ai jamais su non plus si tout cela était l'œuvre d'une seule personne ou d'une chaîne anonyme d'observateurs. L'absence d'un visage définitif rend tout plus dangereux. C'est la possibilité de n'importe qui hante. Il y a une chose que j'ai comprise en creusant ces semaines de peur. La prudence a des muscles. On les travaille, on les renforce. On apprend à demander de l'aide sans honte, à appeler la police même pour des gestes qui paraissent insignifiants, à dire à voix haute que quelque chose n'est pas normal. La police n'a pas la prétention de tout résoudre, mais leur présence réorganise les nuits. Mes amis n'ont pas la solution, mais ils sont des phares. Et les petites mesures techniques, caméras, lampes, cadenas, ne sont pas des barrières parfaites, mais elles déplacent le terrain du pouvoir. Pour finir, je veux vous dire une chose simple. Si vous sentez qu'on vous observe, que des signes se répètent, que des objets apparaissent, ne minimisez pas. Vous pouvez ne pas être pris au sérieux de prime abord, ça m'est arrivé, mais documentez, notez, demandez de l'aide. Même si l'on ne met jamais un visage sur ceux qui vous dérangent, il est possible de rendre la traversée moins solitaire. J'ai déménagé, j'ai revu mes routines et j'ai appris à dormir avec la lumière du couloir allumée. Parfois, dans le silence, j'ai l'impression d'entendre un frottement léger, un geste lointain qui se retire. Je ne sais pas si c'est la mémoire ou une présence encore là, mais j'ai appris à vivre avec la question. Si cette histoire vous a troublé, si elle a réveillé quelque chose en vous, n'hésitez pas à vous abonner et à partager votre expérience en commentaire. Vos récits font plus que distraire, ils tissent une carte d'attention. Merci d'avoir écouté. Les signes revenaient de manière si fine qu'on pouvait presque penser qu'ils cherchaient à ne pas exister. Ce furent d'abord des détails minuscules, une feuille pliée glissée sous la porte, comme si elle avait glissé par accident, une goutte d'eau sur le paillasson qui ne venait ni de pluie ni de l'entrée. J'ai mis ça sur le compte de ma mémoire trop vigilante. Puis, un soir d'automne, alors que je rangeais une pile de magazines, j'ai trouvé sur le dessus une petite pierre, ronde, polie, tiède sous la paume, comme si quelqu'un l'avait serrée avant de la déposer.
Je l'ai tenue un long moment sans savoir quoi en faire. Elle ne ressemblait à aucune des pierres laissées auparavant. C'était une autre langue de présence. Je ne me suis pas laissé tromper par ma volonté de normalité. J'ai pris la pierre dans un sac, j'ai photographié, j'ai noté l'heure, puis je l'ai apportée au commissariat. Le même policier, celui qui connaissait déjà la chronologie des gestes qui me déséquilibraient, a examiné le galet sans grande excitation. « C'est difficile à prouver, m'a-t-il dit, mais on le documente. » Il a pris la photo, l'a numérotée, a ouvert une nouvelle note dans le dossier, une note qui sentait l'usure des choses répétées. Sa voix était sûre, comme si la répétition elle-même finissait par paraître rationnelle. Je suis sorti du poste avec un étrange mélange d'espoir ridicule et d'épuisement. Le lendemain, quand j'ai consulté les images de la caméra de l'entrée, il n'y avait rien de visible, simplement le passage du nombre indéfini. Les capteurs de fenêtres n'avaient pas déclenché. Les nuits ont repris leur travail minutieux de creusement. Réveil en sursaut, main cherchant la lampe, vérification obsessive de toutes les serrures. J'ai recommencé à raconter à voix haute, pour moi, ce que je faisais. Clé dans la serrure, chaîne enclenchée, lumière du couloir allumée. Dire les gestes les transformait en une forme de résistance plutôt qu'en une condamnation. J'ai cherché un rythme, une phrase répétition qui m'appartenait. La peur avait cependant une manière de s'installer dans les recoins de l'emploi du temps. Au travail, j'écoutais moins de musique et plus les bruits du bureau. Je disais non à des invitations à des soirées où je devais rentrer tard. Les amitiés se sont ajustées. Certains ont fait la blague maladroite sur ma paranoïa, d'autres ont fermé la porte à des silences intenses et m'ont tendu un café sans question. Il y eut aussi ceux qui s'éloignèrent, non par malice mais par usure. La crainte change la géographie des relations. Je suis allé voir une psychologue. J'avais longtemps retardé cette démarche, comme si la parole pouvait trahir une fragilité irréversible. Elle m'a demandé de raconter depuis le début, sans chercher à trouver un sens unique. Raconter a allégé et lourdi en même temps. Il y avait une étrange légèreté à poser un prénom sur un détail, et un poids nouveau à entendre ma propre histoire reprise par une voix haute. Nous avons travaillé sur des outils concrets, exercices de respiration, journaux d'incidents, des protocoles pour répondre aux signes. Elle m'a aidé à séparer la vigilance saine de la rumination. La vigilance, disait-elle, sert la sécurité. La rumination sert l'angoisse. C'était une formule simple, presque prosaïque, mais qui me donnait un point d'appui. Un soir, 2 mois après la pierre, j'ai reçu un courriel anonyme. À l'intérieur, une seule photographie en basse résolution. Une fenêtre éclairée, prise de loin, où l'on devinait un coin de rideau et la lueur d'une lampe. La photo n'était pas celle de mon appartement actuel. C'était une fenêtre d'un immeuble quelconque, le genre d'image que n'importe qui peut capturer. Mais la fenêtre était exactement cadrée comme celle des clichés sur la clé USB que j'avais donnée à la police. Mon estomac s'est noué avec une familiarité que je croyais dépassée. J'ai imprimé l'image, l'ai tenue sous mes doigts comme s'il s'agissait d'un objet matériel capable de me répondre. Puis, je suis retourné au commissariat. Cette fois, le policier a eu un air différent, moins las. Il a appelé un collègue et ils ont parlé d'analyse possible, d'horodatage, de traçage d'IP. Le langage technique m'a rassuré et irrité en même temps. Rassuré parce qu'il promettait une action, irrité parce qu'il se présentait comme capable d'ordonner l'imprévisible. Les jours suivants, j'ai attendu des nouvelles qui ne venaient pas. Parfois, dans l'attente, je cherchais des coïncidences. Un fourgon qui ralentit sans raison, des silhouettes derrière des vitres opaques, quelqu'un qui restait un peu trop longtemps à lire une affiche au coin de la rue. Ces observations n'étaient jamais probantes. Elles devenaient une partition pour mon attention. La communauté qui s'était tissée autour de mon histoire a pris d'autres formes. J'ai commencé à fréquenter un groupe d'échange pour personnes ayant subi harcèlement et intrusion. Ce n'était pas un lieu pour des solutions, mais pour des reconnaissances. J'y ai entendu des récits proches du mien, des gestes répétés, des signes laissés, des corps qui apprenaient à mesurer leur espace. Les visages n'étaient pas des dossiers, ils étaient des personnes qui connaissaient la fatigue de la vigilance. Nous partagions des stratégies pratiques, comment sécuriser une boîte aux lettres, comment garder des enregistrements organisés,
Comment demander à un voisin de garer sa voiture de temps en temps pour briser les habitudes des observateurs? Il y avait une force discrète dans la mise en commun des petits savoir-faire. Un après-midi, en revenant d'une séance, j'ai trouvé sur le palier un petit paquet enveloppé de papier brun. Personne ne sonnait, personne n'était passé. À l'intérieur, une clé, sans ambre ni marque, et un mot chiffonné. « Regarde là où tout a commencé ». Les lettres étaient inclinées, précises, comme si l'auteur avait voulu que l'on ne doute pas de sa maîtrise. Mon premier réflexe fut de jeter la clé, de la refuser comme on refuse une invitation. Mais la curiosité est une compagne plus tenace que la peur. Je l'ai gardée, traînante dans ma poche, comme un caillou à lancer dans une mare calme. Je n'ai pas cherché à être héroïque. J'ai appelé un ami, Thomas, qui avait déjà posé des caméras dans l'ancien appartement. Il est venu sans jugement, avec un sac à dos plein d'outils et la façon calme de celui qui sait démonter des serrures et remonter des mondes. Ensemble, nous avons regardé la clé sous la lumière, tourné la note, discuté des possibilités. C'est un défi, a dit Thomas, une provocation. Nous avons décidé d'agir comme si l'auteur de ce puzzle voulait être trouvé. Nous avons cartographié, recomposé les éléments, revu les lieux où les premiers signes étaient apparus. Nous avons remonté la chronologie jusqu'à l'appartement que j'avais quitté. Le bâtiment semblait inchangé, mais portait les strates du temps, couches d'affiches, traces d'humidité, le glissement des bruits quotidiens. Nous avons collé des photocopies des images de la clé USB aux endroits visibles, sur la boîte aux lettres, près de l'ascenseur, comme si cela pouvait dresser un miroir face à un regard qui se croyait discret. C'était un geste presque théâtral, et je me rendais compte que le théâtre peut être une arme. Montrer que l'on sait, même sans savoir qui sait, déplace la balance. La nuit où nous avons retracé le parcours, une voiture a cligné 3 fois ses phares sur la route de la ville, comme un salut. Mon cœur a cogné la mesure exacte dont j'ai parlé plus tôt, la répétition qui ouvrait un espace de reconnaissance. Thomas a posé sa main sur mon épaule, solide et concrète, puis il a dit « Ne l'ignore pas, mais ne le laisse pas te définir ». C'était une phrase simple, plus utile qu'un plan. Je l'ai répété en silence, comme une formule. Les jours qui suivirent, il y eut des petits retours. Une montre abandonnée sous un banc du parc que j'ai déposé au poste. Un message vocal sans voix, juste le souffle d'un téléphone. Une vidéo d'un intérieur anonyme postée sur un forum que je suivais. Chaque indice n'était jamais suffisant, mais cumulé, il dessinait la figure d'une obsession qui aimait la fragmentation. J'ai compris que pour contrer cela, il fallait moins chercher la grande révélation que multiplier les détails concrets, de la lumière, des témoins, des traces, la force ordinaire. Parfois, dans la solitude des soirs, la question de pourquoi revenait en pleine lumière. Pourquoi choisir un visage absent pour suivre la vie d'un autre? La réponse me paraissait tour à tour trop humaine et trop cruelle. Peut-être que l'observateur cherchait la confession silencieuse d'une vie qu'il ne pouvait rejoindre autrement. Peut-être qu'il cultivait sa propre immortalité en accumulant preuves et moments. Ces hypothèses n'étaient que des lanternes sur un chemin. Elles ne me délivraient pas de la sensation d'être instrumentalisé pour un récit qui n'était pas le mien. J'ai appris aussi à réinvestir des lieux que j'avais fuis. Quelques semaines après la clé, j'ai invité un petit groupe d'amis à dîner chez moi. C'était un exercice minuscule mais signifiant. Reprendre la cuisine, laisser des verres sur la table, laisser des rires envahir les murs. Pendant la soirée, j'ai senti la qualité différente de l'air, moins coupée par l'anticipation, et cela m'a donné du courage. Reprendre son propre rythme n'annule pas le passé, mais il le contient. Et puis, il y eut la nuit du courrier. En rentrant, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte, pas plus grosse qu'une carte postale. À l'intérieur, une photographie délavée. Moi, de dos, sur un banc du parc que je fréquente le matin. Le cliché était simple, daté d'un temps récent. Je l'ai tenu longtemps entre mes doigts. Personne n'avait sonné, personne n'avait crié, il y avait seulement l'évidence que ma distance n'était pas une barrière suffisante. Cette image m'a réveillé un savoir ancien,
que l'on peut être vu partout et que la visibilité n'est pas toujours consentie. Je n'ai pas répondu par la colère spectaculaire. À la place, j'ai fait ce que j'avais appris à faire. Documenter, demander de l'aide, entourer le quotidien d'éléments pratiques. J'ai changé mes routines encore une fois. J'ai varié les parcours, j'ai évité le banc certains matins, j'ai demandé à une collègue de me prévenir si elle voyait une voiture stationnée trop souvent près de chez moi. J'ai aussi installé un petit livre de bord où je notais tout, date, heure, objet, son, sensation. Ce carnet est devenu un allié silencieux. Écrire, nommer, classer, c'était une manière de reprendre la narration. Il y eut des moments où la fatigue a semblé engloutir la vigilance. Un après-midi, à moitié endormi sur le canapé, j'ai entendu dehors le frottement léger d'un sac contre une grille. Mon corps s'est redressé comme il le faisait autrefois, mais cette fois je n'ai pas cédé à la panique. J'ai pris le carnet, je suis sorti et j'ai trouvé sur le palier une petite pierre polie, semblable à celle que j'avais reçue des mois plus tôt, et, posée dessus, une montre sans pile. À côté, un petit papier. « Tu regardes trop bas ». Les mots étaient courts, provocateurs, comme s'ils voulaient que je baisse les yeux. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas hurlé. J'ai appelé Thomas, la police, une voisine. Nous avons éclairé le palier, avons cherché des empreintes, avons pris des photos. Rien de concluant. Mais il y eut ce déplacement intérieur. Pour la première fois depuis longtemps, la peur n'était plus seulement une présence non identifiée. Elle devenait un interlocuteur avec une logique propre. Cela m'a permis de changer d'échelle. Au lieu d'attendre une solution extérieure, j'ai commencé à élaborer des stratégies à la fois pratiques et symboliques. C'est là que l'idée est née. Si quelqu'un aimait laisser des signes, je pourrais répondre par des signes à moi. Pas pour provoquer, mais pour reprendre la parole. J'ai commencé à laisser à des endroits publics de petites notes anonymes, non menaçantes, qui parlaient d'ordinaire. Prenez un café, regardez le ciel, laissez le banc à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Elles étaient des patrouilles de douceur, des traces de présence réaffectées au commun. C'était une lutte modeste contre la possession du regard, une manière de dire que l'espace ne devait pas être seulement un terrain de surveillance. La saison a tourné, les rues ont pris des couleurs plus douces, et avec elles, une part de la crispation s'est relâchée. Pourtant, certaines nuits, je me réveillais encore au son d'un clignotement hypothétique. La fuite n'était pas une solution durable, je le savais, la vigilance non plus. Il fallait trouver un milieu, une manière de vivre qui admette la fragilité sans s'y soumettre. Il y a eu un moment, et je le place dans ma mémoire comme un point d'arrêt, où j'ai compris que la question la plus dangereuse n'était pas qui, mais pourquoi moi. Chercher à comprendre l'assignation était moins libérateur que chercher à construire un monde où cette assignation perdait son pouvoir. C'est un travail lent, concret, parfois banal. Tisser des liens, montrer des routines, multiplier les témoins. Mais c'est aussi une philosophie de l'habitude qui défie l'obsession. La dernière image que j'ai reçue avant ce soir-ci était minimaliste. 3 phares clignotant sur une route isolée, exactement comme dans mes souvenirs de peur. Cette configuration n'est pas une coïncidence pour moi. Elle est une clé qui ouvre le même endroit de prudence que j'ai appris à habiter. J'ai pris la photo, les scanner, les envoyer au commissariat et à Thomas. Puis, j'ai fait quelque chose de plus fragile. J'ai allumé toutes les lampes de la maison et je suis sorti sur le balcon pour regarder la rue. Rester visible parfois est une façon de dire qu'on n'a plus peur de l'être. Quand je suis revenu à l'intérieur, sur la table près du carnet, une enveloppe attendait. Pas de pierre cette fois, juste une feuille pliée, propre, où quelqu'un avait écrit à la main, sans signature. « Pourquoi tu regardes tant ?» La question était simple, presque curieuse. Elle me renvoyait à mon propre regard, à ma propre capacité de scruter. Est-ce que, dans ma recherche de sécurité, je m'étais transformé en miroir pour ceux qui voulaient être vus? Était-ce là un piège ou une vérité utile? Je n'ai pas de réponse définitive, mais j'ai compris que l'on peut accepter la question sans la céder. On peut l'accueillir comme un objet à examiner, puis la déposer. J'ai pris la feuille, je l'ai lue, relue, puis je l'ai rangée dans le carnet.
J'ai fermé les volets, mis la chaîne et j'ai allumé une petite lampe de chevet. À travers la fenêtre, la nuit avait repris son rythme. Le bruit d'une voiture au loin, un pas pressé. La peur était toujours là, mais elle avait perdu de sa souveraineté. Je m'endors maintenant avec moins de tremblements, pas parce que tout est résolu, mais parce que j'ai appris à faire des choix qui me permettent d'exister malgré la menace. Je ne suis ni brave ni vaincu, je suis simplement plus habile dans les gestes qui me rendent vivant. Et si quelque chose devait encore surgir, je sais que je ne suis pas seul. Des amis, des voisins, des personnes qui tiennent des carnets et des lampes sont avec moi. Demain, je retournerai au commissariat pour déposer une nouvelle note. Je continuerai à écrire dans mon carnet. Et peut-être que je laisserai, quelque part, une autre petite note anonyme. Prenez votre temps. La lutte n'est pas spectaculaire, elle avance en gestes minuscules. Je les aime, ces gestes. Ils me rattachent à quelque chose qui n'appartient à personne et qui est à tout le monde, la possibilité de continuer. Le matin suivant, la ville avait ce ton fragile d'entre les saisons, une lumière pâle qui semblait hésiter à poser ses couleurs. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai préféré laisser le silence accompagner mes gestes. Le café porté à la bouche sans hâte, la veste posée sur une chaise, la photo des phares glissée dans la poche comme un talisman inutile. Avant de partir, j'ai relu la feuille pliée une dernière fois. La question, encore là, gardait sa simplicité. Pourquoi tu regardes tant ? Je l'ai touché, comme on touche un objet familier qui a soudain acquis une signification autre. Le commissariat n'est pas loin. La marche fut une succession d'images petites et précises. La vieille librairie ouverte sur son comptoir, l'odeur des croissants, l'agent municipal qui balaie la devanture d'un café. Ces détails me rassuraient plus que la présence policée d'un officier. La ville, malgré tout, continuait. À l'accueil, on m'a dirigé vers le même bureau que la dernière fois. Le policier était un homme aux cheveux poivre et sel, poli sans chaleur, qui fit tourner la photo entre ses doigts comme on examine une carte. Il nota le numéro de dossier, posa des questions neutres, la voix usant d'un ton professionnel qui tente de contenir l'inquiétude. Avez-vous reçu menaces? Avez-vous des ennemis, des conflits? Comme si l'on aligne catégories pour mieux ranger la peur. J'ai répondu en évitant de donner une lecture grandiose à ce qui me traversait. Non, pas d'ennemis, une série de signes, une sensation d'être observé. Thomas est arrivé tandis que nous parlions. Il a franchi la porte sans bruit, avec sa façon qu'il a d'entrer dans une salle et de la rendre plus calme. Il tenait un sac plastique contenant 2 pains au chocolat, une manie comique à laquelle je renonce rarement, et un petit carnet jauni. Il s'est placé à côté de moi sans vraiment demander la permission, comme on se place auprès d'un ami pour lui tenir la main sans le dire. Le matin suivant, la ville avait ce ton fragile d'entre les saisons, une lumière pâle qui semblait hésiter à poser ses couleurs. Je n'ai pas allumé la radio, j'ai préféré laisser le silence accompagner mes gestes. Le café porté à la bouche sans hâte, la veste posée sur une chaise, la photo des phares glissée dans la poche comme un talisman inutile. Avant de partir, j'ai relu la feuille pliée une dernière fois. La question, encore là, gardait sa simplicité. Pourquoi tu regardes tant? Je l'ai touché, comme on touche un objet familier qui a soudain acquis une signification autre. Le commissariat n'est pas loin. La marche fut une succession d'images petites et précises. La vieille librairie ouverte sur son comptoir, l'odeur des croissants, l'agent municipal qui balaie la devanture d'un café. Ces détails me rassuraient plus que la présence policée d'un officier. La ville, malgré tout, continuait. À l'accueil, on m'a dirigé vers le même bureau que la dernière fois. Le policier était un homme aux cheveux poivre et sel, poli sans chaleur, qui fit tourner la photo entre ses doigts comme on examine une carte. Il nota le numéro de dossier, posa des questions neutres, la voix usant d'un ton professionnel qui tente de contenir l'inquiétude. Avez-vous reçu menaces? Avez-vous des ennemis, des conflits? Comme si l'on alignait catégories pour mieux ranger la peur. J'ai répondu en évitant de donner une lecture grandiose à ce qui me traversait. Non, pas d'ennemis, une série de signes, une sensation d'être observé.
Thomas est arrivé tandis que nous parlions. Il a franchi la porte sans bruit, avec sa façon qu'il a d'entrer dans une salle et de la rendre plus calme. Il tenait un sac plastique contenant 2 pans de chocolat, une manie comique à laquelle je renonce rarement, et un petit carnet jauni. Il s'est placé à côté de moi sans vraiment demander la permission, comme on se place auprès d'un ami pour lui tenir la main sans le dire. « Ils peuvent voir les caméras de la rue » demanda-t-il au policier. L'homme secoua la tête. « On n'a rien d'installé sur la voie publique pour la surveillance. Quelques caméras privées, des voisins qui regardent, mais rien de systématique. » Thomas échangea un regard avec moi. Son regard était factuel, plein de cette énergie tranquille qui transforme la panique en tâche. Alors, ce n'est probablement pas une surveillance organisée, mais on peut déposer une main courante plus détaillée, faire un relevé. J'ai refusé la tentation de demander des dispositifs de protection. Fixer des caméras autour de la maison, envoyer des détecteurs, transformer ma solitude en une cage d'alerte permanente, je m'y suis opposé pour 2 raisons. La première, pratique. Je savais que les caméras déplacent la peur, mais ne la dissolvent pas. La seconde, plus intime, je refusais que ma vie se reconstruise sous un faisceau de dissuasion. Je voulais apprendre à exister malgré le regard, non à neutraliser tous les regards possibles. Nous avons consigné la photo, décrit l'heure, donné nos coordonnées. Le policier a pris l'ensemble comme on archive un problème potentiel, laissant une note dans son cahier. Avant de partir, j'ai posé le carnet sur le comptoir. « C'est pour moi », ai-je dit, juste pour garder trace. Dehors, Thomas et moi avons marché sans destination, le sac des viennoiseries entre nous comme un totem de normalité. Nous avons traversé la petite place, où un homme joue de l'accordéon pour quelques pièces, où les enfants font des ricochets dans la fontaine. Thomas parla peu. Quand il parla, ses phrases ont été nettes. « Tu veux qu'on organise quelque chose avec les voisins ? Pas une surveillance, mais une présence. Des gens qui s'occupent des bancs, qui ramassent les feuilles, qui connaissent les horaires des postiers. Rien d'officiel, juste des visages. » L'idée me parut bonne. Pas une muraille, mais une trame. Nous avons noté quelques noms, laissé des messages à des fenêtres, frappé à 5 portes. Tous n'ont pas répondu, mais certains sourires ont confirmé que l'on pouvait, à force de petites présences, réduire l'espace où une angoisse se nourrit. Le soir venu, j'ai repris le carnet. J'ai ouvert une page blanche et j'ai écrit comme on arrange une réponse, courte, sincère, sans prétention. Parce que je veux apprendre à voir les choses sans les transformer en danger. J'ai plié la feuille, j'ai parcouru mentalement l'itinéraire des 3 phares et j'ai choisi le lieu où laisser la note. Un banc sous les platanes sur la butte, non loin du lampadaire où j'avais déjà accroché une autre phrase. J'ai glissé la note dans une petite fente du bois comme on glisse une lettre entre des planches amies. Ce geste fut plus qu'un acte de défi ou de provocation. C'était une promesse à moi-même, continuer à répondre au regard par la conversation. Le lendemain, en rentrant du marché, j'ai trouvé un petit papier glissé sous la carte postale que j'avais laissée. L'écriture était différente, ronde, presque enfantine. Tu ris quand tu regardes. Pourquoi ? Je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire. Les notes s'échangeaient désormais sans personne se déclarer. Elles prenaient la forme d'un dialogue anonyme, une correspondance qui abolissait les mots trop lourds. Je répondis, pas de rire, plutôt une habitude, regarder pour apprendre à ne pas fuir. Puis je mis un point final, qui sonnait comme un acte. Les jours suivants, la rue se transforma en un article de correspondance collective. Un note collé sur un poteau, prenez un café. Une autre, scotchée sous une table de bistrot, regarde la bibliothèque demain. Un petit dessin au dos d'un ticket de métro, 2 yeux qui se sourient. Les notes se croisaient, se répliquaient, formaient des angles inattendus sur les murs et sur les portes. Parfois, quelqu'un pliait une réponse et la laissait dans ma boîte aux lettres, sans signe. D'autres fois, une note restait plusieurs jours, humide, participant au paysage comme une œuvre éphémère. La présence de Thomas fut un appui discret. Il venait chercher le carnet certaines nuits et le relisait à la lumière d'une lampe de cuisine, me donnant son avis. Cela fonctionne parce que ce n'est pas agressif. Les gens répondent quand ils sentent qu'ils peuvent. Ces remarques m'aidaient à moduler le ton. Nous avions convenu, sans cérémonie, d'éviter les provocations. La conversation anonyme devait rester un espace de soins.
Puis, un après-midi, alors que le soleil faisait des taches d'or sur les trottoirs, une vieille femme que je connaissais de vue, Madame Duval, s'arrêta devant moi. Elle tenait dans sa main un papier chiffonné. « C'est moi qui ai pris votre note du banc, dit-elle, d'une voix qui tremblait à peine. J'ai pensé qu'on en avait besoin, vous savez, de ces petits rappels. Et puis, elle hésita. J'ai moi aussi reçu un papier, il y a quelques semaines, juste une phrase. Venez à la bibliothèque mardi. Je suis allé. C'était des gens. On a bu du thé, on a parlé de livres. Ce n'était pas de l'espionnage, pas du tout, juste une main tendue. Son visage s'éclaira d'un souvenir que je n'avais pas le droit de nommer. Une confiance ancienne, peut-être oubliée, se glissa entre nous. Cette confidence transforma une anecdote en preuve. Il n'y avait pas que des ombres prêtes à guetter. Il y avait aussi des mains qui cherchaient d'autres mains. Le mot « communauté » n'était plus un concept abstrait, mais une suite d'actes minuscules qu'on pouvait reconnaître comme tels. La conversation avec Madame Duval me fit comprendre une chose essentielle. La peur, lorsqu'on la traite comme un ennemi qu'il faut éradiquer, prend des formes militaires, barrages, clôtures, exemptions. Mais si on la traite comme une présence humaine, quelque chose qui appelle écoute, elle peut se traduire en gestes de soin. Les notes anonymes pouvaient être instruments de menace, elles pouvaient être instruments de secours. Tout dépendait de l'intention. Et l'intention, difficile à lire, se révélait parfois dans la façon simple dont quelqu'un proposait de partager un gâteau ou de prêter un livre. Une nuit, pourtant, la photographie des 3 phares revint hanter ma boîte aux lettres, sous une enveloppe sans adresse. Derrière le plastique transparent, la photo était la même, 3 points lumineux alignés sur une route isolée. Mais cette fois, l'image comportait une addition manuscrite au verso, presque effacée. « Regarde plutôt les chemins éclairés ». Le message n'était pas une menace, c'était une incitation à changer la perspective. Je mis la photo au-dessus de mon bureau et la regardai longuement. Les phares pouvaient être un signal de danger, mais pris autrement, ils pouvaient être des guides, signaux dans la nuit qui dessinent une orientation. Regarde les chemins éclairés. Je compris que l'on me proposait une conversion de regard, de la vigilance inquiète vers une attention choisie. Je notais dans le carnet, les signes peuvent indiquer 2 choses, l'alerte et la route. J'apprends à distinguer. Thomas lut la note et haussa les épaules. « Tu as envie de rencontrer la personne ?» demanda-t-il. Je ne sus répondre. L'envie mêlait curiosité et crainte, mais quelque chose en moi avait changé suffisamment pour envisager un pas vers l'autre. Pas un acte de confrontation, mais une tentative de démystifier. Nous avons pensé à une façon douce de procéder. Laisser une note qui ne demande pas une révélation, mais propose une rencontre discrète dans un lieu où il serait facile pour quiconque de venir sans se sentir exposé. La bibliothèque, le mardi, à la table près de la fenêtre. Le mardi arriva. J'étais présent, mais pour ne pas me compromettre en un jeu de chaises musicales, j'ai décidé d'y aller sans attendre si la personne se montrait. J'ai simplement ouvert un livre et laissé la page me retenir. Les heures coulèrent selon l'habitude des bibliothèques. Tourne-page, chuchotement, pas feutré. Quelqu'un se posa à la table voisine plus tard. J'ai levé les yeux, mais ce n'était pas un visage que je connaissais. Une main discrète glissa un petit mot sur la table. Il disait « Merci d'avoir laissé la place pour venir. P. » Je ressentis un étrange soulagement. P pouvait être n'importe qui. L'anonymat se maintenait, et pourtant quelque chose de tangible, un échange, venait d'avoir lieu. Je passai la note au stylo et, sans trop y réfléchir, écrivis « Merci, j'ai laissé des phrases, elles appartiennent à tous. M. » Ainsi, sans dévoiler de visage, nous avons accordé nos initiales comme des notes sur une partition. La rencontre ne prit pas la forme d'un face-à-face spectaculaire, mais d'un fil ténu, tendu entre 2 anonymats. Cette délicatesse me plut.
Elle laissait la liberté à chacun de se montrer à son rythme, sans forcer la lumière. Sur le chemin du retour, je sentis le poids de la peur diminuer, non parce qu'elle avait disparu, mais parce qu'elle avait été mise en dialogue. Les notes continuaient à fleurir, parfois des conseils pratiques, parfois des blagues, parfois des petits poèmes. Elles ne transformèrent pas la ville en utopie, mais elles la rendirent plus vivable. Les voisins commencèrent à se reconnaître par d'autres signes, par un sourire, un plateau de gâteaux apporté à la fenêtre. La nuit où je reçus un dernier papier, je crus d'abord à une plaisanterie. Cette fois, la page était entière, écrite d'une main ferme. Ne soyez pas seulement visibles, soyez attentifs. Il y a des phares qui cherchent à tromper, et des phares qui éclairent. Vous connaissez la différence. Je pris la phrase comme on prend un conseil. Elle me renvoya à ma propre responsabilité. Ne pas confondre vigilance et paranoïa, ni naïveté et confiance. Il me restait à apprendre, et aussi peut-être à accepter que la réponse à « pourquoi tu regardes tant » ne doive pas toujours être une justification, mais parfois une promesse de regarder autrement. Ce soir-là, j'ai écrit dans le carnet « Je continuerai à écrire » pour qu'on sache qu'on n'est pas seul à regarder. Puis j'ai fermé la page, j'ai éteint la lampe et j'ai regardé la fenêtre. Du dehors arriva un pas, le froissement d'un scooter, le rire lointain d'un groupe qui rentrait. Le monde respirait comme avant, mais avec ses nouveaux interstices, petites notes, mains tendues, rendez-vous anonymes, qui rendaient la respiration plus sûre. Il y aura d'autres nuits où le clignotement reviendra. Il y aura peut-être des images étrangères, des photos plus inquiétantes, des phrases qui mordent. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus moi, seul, qui devais répondre au regard. Une mémoire collective commençait à s'écrire, faite de gestes minuscules, de bancs partagés et de feuilles pliées. Nous ne vaincrons pas la peur d'un seul coup, mais nous amplifions les chemins éclairés que d'autres peuvent suivre. Je me suis couché avec cette pensée simple et calme. Et avant de sombrer, j'ai glissé une nouvelle note petite sur la table de nuit. Prenez votre temps. Le papier, posé là, m'apaisait autant qu'il pouvait apaiser l'inconnu qui viendrait le trouver demain.